Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode du Tech Talk. Aujourd'hui, on parle de base de données décentralisées, de sécurisation, de traçabilité. En réalité, on parle de la blockchain. Nous avons le plaisir de recevoir Anne, qui est spécialiste dans le domaine. À tout de suite. Hello Anne, comment vas-tu? Bonjour Idriss, ça va? Ça va? Merci d'être venu. Merci d'être parmi nous. Alors, qui est Anne? Alors, j'ai deux casquettes. Okay. Je suis spécialiste communication, particulièrement dans le Web3. Donc, j'aide les entreprises à communiquer dans le Web3. Et je suis également project manager. J'aide les entreprises à construire leur projet blockchain du début jusqu'à la fin. Ah, c'est super ça. Tu sais, nous, on aime recevoir les spécialistes parce que ça nous permet d'apprendre au jour le jour et c'est une très belle initiative. Merci d'être disponible. Alors, on va aller directement sur le vif du sujet. C'est quoi la blockchain pour toi? Alors, tout à l'heure, tu m'avais donné un bon début de définition. C'est ça. Oui, c'était quand? Traçabilité, sécurisation, base de données numériques, ou bien un gros livre numérique où tout le monde peut faire des actions dans ce livre. Et après, on sait qui a fait quoi. C'est transparent pour tout le monde. C'est Voilà. bien ça? C'est ça. C'est un registre décentralisé. Maintenant, pour bien l'expliquer, parce que c'est vrai que si j'emploie des termes trop techniques, il y a des gens qui, comme moi, auront du mal à comprendre au début. Moi, j'aime bien prendre l'analogie du fichier Excel. Imaginons que nous avons tous un fichier Excel sur nos ordinateurs. C'est le même fichier Excel, d'accord? Quand on l'ouvre, nous avons les feuilles Excel que l'on va appeler des blocs. Et ces blocs sont retenus entre eux, non pas comme sur un fichier Excel par une formule mathématique, mais cette fois par une formule cryptographique. C'est ce qui assure la sécurité des données qui sont sur la blockchain. Et c'est ce qui retient entre eux les différentes feuilles, donc les différents blocs. D'où le terme blockchain. Maintenant, on va pousser un petit peu plus loin la réflexion. Sur un fichier Excel, sur la feuille, tu as des lignes, comme un registre. Tu vas aller ligne par ligne. Alors, imaginons que tu veuilles écrire dessus et tu dises, alors toi tu veux dire, Anne est en train d'expliquer ce qu'est la blockchain. C'est ça. Alors quand tu vas le taper, nous sommes le 26 août, tu vas avoir 26 août, tu vas avoir l'heure, il est 18h. 26 août, 18h, Anne est en train d'expliquer ce qu'est la blockchain. Et il y aura en fait ce que nous on appelle dans le Web3, il y aura ton identité numérique. D'accord? Donc ce sera toi, Idriss. Tu appuies sur le bouton. Tu te rappelles, nous sommes nombreux à avoir le même fichier. Okay. Dans ce cas, il y a plusieurs rôles sur la blockchain. Toi et moi, nous sommes des utilisateurs lambda. Mais maintenant, on va imaginer que les gens de la production, ce sont ce qu'on appelle des validateurs. Okay. Les validateurs, ils reçoivent ce que tu viens de dire et ils disent, d'accord, est-ce que le fichier a été corrompu? Est-ce que quelqu'un a touché les données? Est-ce que ce qu'il dit est cohérent ou pas, hein? Ils regardent, ils se mettent d'accord dans un consensus, parce que la blockchain, c'est aussi un consensus. Ils se mettent d'accord et ils valident. Donc la validation n'est pas systématique? La validation est quasi systématique. Okay. C'est quasi instantané. Et le fichier, partout où nous nous trouvons, le fichier s'auto-actualise de manière instantanée, ou presque, d'accord? Là, vraiment, on est en train de simplifier, on ne parle pas des frais de gaz, etc. Cette action, c'est la validation. Okay. Une fois que ça a été fait, on appelle ça l'ancrage. Quand c'est ancré, tu ne peux plus revenir en arrière. Et donc, ça veut dire ici, par exemple, moi, je suis dans le fichier et que j'écris, par exemple, Idriss, avec un seul S, et je me rends compte que j'ai fait une erreur, je veux modifier. C'est foutu. Je ne peux pas modifier. C'est foutu. C'est comme si, tu vois, moi, mon prénom est compliqué à écrire. Tu t'es trompé sur le prénom. Moi, puisque j'ai accès au fichier, je dis, ah non, mais ce n'est pas mon prénom. Je te dis, mais Idriss, tu t'es trompé. Tu ne peux pas corriger. Si tu corriges, si tu arrives à corriger, ce qui est impossible, en fait, si tu arrivais à corriger, ça allait changer la totalité des blocs. Okay. Tu ne peux pas le faire. Tu vas devoir faire une ligne, ou je vais devoir, moi, faire une ligne, où je vais dire, alors, mon prénom, ce n'est pas A-N-E ou A-2-N-E, c'est H-A-2-N-E. Ça permet aussi de retracer. Quelqu'un qui ouvre le fichier va retracer tout ce que l'on a fait avec l'heure, avec la date. Et ça, c'est une des plus grandes forces de la blockchain par rapport à d'autres systèmes de stockage de données. C'est que ça s'actualise en même temps,
c'est décentralisé et on peut remonter l'information et on ne peut plus y toucher. C'est ça. Mais du coup, ça dit qu'il faut avoir des notions de développeur alors? Non, pas forcément. Pas Ok. forcément. Regarde, Parce que c'est un peu technique en fait, si je comprends bien. ça, c'est la technique, c'est l'explication de ce qu'est la blockchain. Ok. OK? Mais De manière concrète. de manière concrète, imaginons que la blockchain, elle peut être déployée de plusieurs manières, tu n'en as même pas conscience. Parce que souvent, les gens font cette analogie, enfin, font cette petite confusion. Pour les gens, quand on dit Bitcoin, Ouais. on dit c'est la blockchain. Ouais, j'allais en arriver en fait. Bon, Ouais. c'est pas le cas. C'est ça. C'est pas la blockchain, c'est une blockchain. Et c'est une blockchain qui propose une monnaie qu'on appelle crypto-monnaie. Quand tu rentres La dans le crypto Bitcoin, est sur la blockchain ou Oui. c'est la base de la blockchain? non, Non, ou la bien crypto-monnaie, Bitcoin, est utilise- sur une C'est blockchain. une blockchain, ok. Si tu veux, on a créé une blockchain qu'on appelle Qui va Bitcoin. fiabiliser, sécuriser la crypto. Voilà. Cette blockchain de crypto, elle n'est faite que pour, on va dire, des transactions financières. C'est ça. Par contre, je te donne un cas encore plus concret parce que c'est un projet que je propose ici, c'est un projet blockchain pour les artistes. L'artiste, lui, on authentifie l'œuvre physique, donc par exemple la statue, le tableau, on l'authentifie sur la blockchain. L'artiste, son interface, à aucun moment, il ne voit ce qui se passe derrière. Donc tout ce que j'ai dit, validation, NFT, etc., il ne le voit pas. Lui, il a une interface qui est très simple, qui va lui permettre de faire rentrer son œuvre ou qui va permettre au curateur comme moi de faire rentrer l'œuvre, mais il n'y a pas de technique pour lui. Ok. La blockchain, c'est un logiciel, oui, mais c'est aussi un écosystème. Et dans cet écosystème, tu as plusieurs métiers. Et on Donc n'est lui, pas par obligé d'être exemple, technique. cet artiste-là, ça lui permet de pouvoir protéger tout ce qui est donné à caractère personnel ou propriété intellectuelle alors. Oui, en fait, avec la blockchain, il peut protéger, ou du moins, il peut avoir une certaine propriété intellectuelle. Ben maintenant, quand tu parles des données à caractère Ouais, en fait, je personnel, voulais parler des propriétés intellectuelles d'abord. alors si tu Sur parles les des plus propriétés artistes, et puis après on va arriver sur la partie dans données. ce cas, je ne suis pas juriste, mais étant donné que je suis vraiment dans ce domaine avec ce projet, oui, la blockchain peut avoir un caractère de propriété intellectuelle. Mais Ok. ça dépend des pays, parce que par exemple la Chine le reconnaît, tu as d'autres pays qui ne le reconnaissent pas, ou alors c'est en fonction, on va dire, du juge. Et justement, tu te rappelles, je t'ai dit, il y a ce qu'on appelle l'ancrage. C'est ça. L'ancrage, c'est ce que tu as écrit en fait. C'est cet ancrage que l'on va voir, que l'on va regarder pour dire il a été le premier ou elle a été la première à mettre cette œuvre sur la blockchain. Il y a donc on va dire un droit de propriété. C'est ça. Mais le droit de propriété ne veut pas forcément dire, s'il y a après discussion, ça ne veut pas forcément dire que c'est le droit d'auteur, que c'est le droit de création. C'est ça. Voilà pourquoi il faut, de manière générale, s'enregistrer quand même dans, on va dire, les organismes qui, eux, sont là pour ça. Je n'ai pas envie de dire dans la vraie vie, mais oui, un petit peu. Donc, par exemple, ici, l'OAPI, le Ouais, bien Burida, sûr. tu as cet enregistrement et tu as l'ancrage sur la blockchain. En Chine, comme je te dis, l'ancrage, il n'y a pas de problème. C'est Ok. reconnu. Tu as, en Italie, ça a été reconnu. En Suisse, c'est reconnu. Mais tu as d'autres pays où il va y avoir discussion. Ok. Et s'il y a discussion, il faudrait que l'enregistrement qui est fait dans l'organisme officiel, il faudrait que les dates correspondent quand même avec le moment où tu l'as ancré sur la blockchain. Mais Ok. de toute façon, tu as des organismes, même en France, qui, eux, aujourd'hui, utilisent les NFT et la Bah, blockchain. tout à l'heure, tu as parlé de vraie vie. Bon, c'est vrai que tu as expliqué de manière simple la blockchain. Et de manière concrète, est-ce que tu as un cas spécifique en fait d'usage de la blockchain, peut-être pour nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent de manière concrète comment ça fonctionne en fait? On en a plein. On a, par exemple, comme je le dis, il y a par exemple pour les artistes, mais il y a aussi pour la tokenisation immobilière. Qu'est-ce que Ok. tu préfères? Allons sur la tokenisation immobilière, par Immobilière? exemple. Oui. D'accord. Tu as la possibilité de tokeniser un immeuble. Tokeniser, ça veut dire que tu peux, ou un bien, peu importe. Hein, c'est-à-dire que tu vas transformer, bon, imaginons, nous sommes dans un immeuble. Cet immeuble va être découpé en actifs. Ok. OK? Et chacun de nous va investir dans l'immeuble. Ok. Donc chacun de nous va acheter des tokens
et ce sera un investissement. Quand il y aura bénéfice, à ce moment-là, chacun de nous, suivant le nombre de tokens qu'il a achetés, chacun de nous récupère son bénéfice. Ça, c'est la tokenisation immobilière. Ça se fait aussi dans l'art d'ailleurs. Ça se fait dans l'art. Tu peux, par exemple, vous pouvez être 2 ou 3 et décider d'être propriétaire d'un tableau. Voilà, on découpe. Et tu as des projets en Côte d'Ivoire, par exemple, qui, eux, utilisent la tokenisation immobilière. Lequel, par exemple? Tu as, par exemple, Solu Invest. Diane Sanou, elle, ce qu'elle fait, c'est que là, elle est sur un projet qui est sur Gagnois. Donc, le projet sur Gagnois, c'est un projet, tu investis, ça va permettre en fait aux promoteurs de construire. Toi, tu vas toucher tes bénéfices et c'est de manière totalement transparente parce que la blockchain, elle a un autre atout, elle a ce qu'on appelle les smart contrats. Donc, les contrats intelligents, c'est des programmes informatiques qui sont automatisés. C'est-à-dire que le jour où dans le contrat automatique, il y a marqué « il doit avoir 30%, hop, ça va directement chez toi. Parce que la blockchain, c'est se donner les informations entre nous deux. Il n'y a pas d'intermédiaire, en fait. ou alors quasi aucun intermédiaire. C'est l'un des principes d'une blockchain. C'est pour ça qu'on parle de décentralisation. Voilà, justement, dans ce cas précis, comment fonctionne la décentralisation? C'est parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire, en fait, c'est ça? La décentralisation, c'est que nous avons tous accès aux mêmes données au même moment. Imaginons que, par exemple, toi, ton serveur est mort. Ok. Ça n'empêche pas la blockchain de continuer à vivre. C'est ça la décentralisation. La blockchain, ce sera la copie conforme qui sera sur mon serveur, sur son serveur, sur son serveur. Ok. Alors on a parlé tout à l'heure de crypto-monnaie, de blockchain. Peut-être on va rentrer un peu dans le détail de la crypto-monnaie, parce que je pense que beaucoup confondent, se disent que la crypto-monnaie, c'est la blockchain. Est-ce que tu peux donner un peu, je sais pas, peut-être la différence ou l'amalgame, corriger un peu l'amalgame que les gens font? Je pense que l'amalgame, ça vient surtout de la presse. Les blockchains, il y en a des tonnes et il y en a qui sont spécialisés, comme il y en a qui sont généralistes. Alors quand on parle de crypto-monnaie, qu'on parle de Ethereum, Bitcoin, etc., ce sont en fait des blockchains qui se sont dédiés uniquement à de la crypto-monnaie, tout simplement. Uniquement à la crypto-monnaie. Elles font la crypto-monnaie, elles font de la crypto-monnaie. C'est comme si tu avais en fait une bourse. Elles font de la crypto-monnaie, c'est pour faire des transferts, pour faire des achats, etc. La crypto, il n'y a pas d'intermédiaire aussi, donc... Non, tu n'as pas d'intermédiaire. Ouais, c'est pareil. C'est ce qu'on appelle la finance décentralisée. Tu n'as pas d'intermédiaire. C'est pour ça que pour pouvoir rentrer sur ces blockchains et sur les blockchains même en général, tu as des portefeuilles comme MetaMask ou Rabi. Ce sont des portefeuilles où on ne te demandera pas de pièce d'identité. Tu vas en fait avoir un mot de passe. Si tu as perdu ce mot de passe, c'est foutu. Il n'y a personne à MetaMask qui va le réinitialiser. Non, tu ne peux pas. Et personne à MetaMask ne va te donner. Tu ne peux pas. C'est mort, c'est mort. Si tu as perdu ce qu'on appelle la CID, c'est foutu. C'est complètement foutu. Mais aujourd'hui, on parle de NFT aussi. Donc, du coup, la partie NFT liée à la blockchain, ça fonctionne un peu comme la crypto. On a parlé de la tokenisation, n'est-ce pas, immobilière. La tokenisation immobilière, les tokens que tu as en immobilier, ce sont des NFT. Le NFT, ce n'est pas l'image en JPEG que tu mets sur une blockchain. Le NFT, c'est ce qu'on appelle donc le token. C'est un actif qui est sur la blockchain et qui a une valeur. Ça peut être un certificat d'authenticité. Ça peut être justement des actions. Ça peut être beaucoup de choses. D'accord? Mais le NFT, tu ne peux pas l'échanger contre autre chose. Exemple, tu peux échanger un bitcoin contre $1. Tu peux le faire. 1 euro contre un bitcoin. Et tu peux même échanger un sac de riz de 100 kilos, d'1 kilo d'une marque avec un sac de riz d'1 kilo d'une autre marque. D'accord? Si c'est le même type de riz, ça, c'est ce qu'on appelle des jetons fongibles. D'accord? Par contre, tu ne peux pas échanger Mona Lisa contre la nuit étoilée de Van Gogh. C'est pas possible. Il faut que ce soit identique, en fait. Non, c'est juste que chacun a sa valeur. Tu ne peux pas venir me dire, moi j'ai Mona Lisa, je te prends la nuit étoilée de Van Gogh. Je vais te dire, ben non, excuse-moi, ça n'a pas la même valeur. Il faut que j'ai un autre tableau qui a la même valeur que Mona Lisa, par exemple. Ou non. Mona Lisa, elle est unique. Elle est unique, elle a un prix. Van Gogh, la nuit étoilée, est unique et a un prix. C'est ça le NFT. C'est unique, ça a un prix.
Et dans le cas justement de ces histoires d'images, etc., on part du principe que c'est unique. Je ne peux pas venir te dire, bon écoute, c'est plus ou moins la même valeur, échangeons. Non, je vais devoir acheter. Il faut que j'achète, je ne vais pas échanger, j'achète uniquement. Oui, tu vas acheter. Okay. C'est la propriété en fait, c'est le droit à la propriété le NFT. Mais je ne comprends pas en fait, vu la manière dont tu expliques en fait la blockchain, ça m'a l'air simple. Et surtout sur la partie transparence et tout. Pourquoi c'est pas aussi vulgarisant en fait? J'ai l'impression que, surtout dans nos environnements, on ne parle pas trop de blockchain. C'est un peu comme, c'est une chasse gardée pour... J'ai envie de dire, il y a deux choses. Okay. Déjà, en communication, moi, il y a quelque chose que j'ai toujours retenu, c'est que quand une technologie est bonne, quand un produit est bon, tu n'as pas besoin de dire comment il est construit. D'accord? On peut utiliser aujourd'hui des blockchains sans savoir. Par exemple, à une époque, Carrefour France avait une blockchain. Et ça permettait en fait aux consommateurs de venir, de scanner et de voir d'où venaient c'était les poulets en fait. Donc de voir où venaient les poulets. Le consommateur, lui, ne sait pas qu'il est dans la blockchain. Et si tu lui dis c'est une blockchain, il va justement avec penser le code barre Bitcoin. Et tout, hein. Oui, tu peux scanner avec un code barre. Il va te dire, un QR code, il va te dire, ah mais non, la blockchain, c'est les cryptos, c'est les mêmes coins, c'est les arnaques. Non, tu viens d'utiliser une blockchain. Dans le cas, par exemple, je dirais de la santé, tu as des données, les données, par exemple, d'un malade qui peuvent être transférées d'un hôpital à un autre hôpital par blockchain. C'est crypté en fait. C'est crypté, mais surtout on ne peut pas toucher au dossier. Personne ne peut modifier le dossier. Mais ça, ni le malade, ni celui qui fait le transfert ne le sait forcément, parce que la technologie, elle est utilisée, mais c'est le bénéfice que l'on voit. Alors, si c'est trompé de base, c'est ça aussi le problème, quoi. Je sais pas. Non, il ne va pas se tromper. Se tromper de quoi? Non, les données du malade, par exemple. Il ne peut pas se tromper. Si c'est trompé dans les données du malade, effectivement, mais ça, c'est fait, c'est fait. Mais on peut remonter pour dire, c'est lui qui s'est trompé. Et à tel moment, il s'est trompé. Donc on peut remonter pour voir l'erreur. D'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la blockchain, elle a très souvent, et ça, c'est merci à la presse, elle a très souvent une odeur de soufre. C'est ça. Voilà. Qu'elle ne devrait pas avoir. Des arnaques à la crypto-monnaie, je suis désolée, il y a aussi des arnaques au dollar, à l'euro, etc. C'est plus ou moins le même principe. C'est ça. D'accord? Donc il faut pouvoir rationaliser. C'est comme quand on parlait de, comment ça s'appelle, de la pollution. La blockchain pollue beaucoup. Oui, parce qu'il paraît qu'elle est beaucoup énergivore. Ça? Bon, dis-moi, tu utilises tes IA, non? Oui, tu es content d'utiliser ChatGPT? C'est ça. Voilà. Pourtant, l'IA, elle pollue tout autant. Elle consomme beaucoup d'énergie. Oui, mais elle pollue. C'est ça. Voilà, il faut employer le même terme qu'on emploie pour la blockchain. Elle pollue. Mais c'est quoi la pollution dans ce domaine-là? Mais en fait, la blockchain, elle ne pollue plus comme avant. Et surtout, c'est un vieux débat et un vieux préjugé qui n'a plus lieu d'être. D'accord? Les blockchains aujourd'hui, elles ont dans la validation, elles ont une manière de faire qui fait qu'on n'en est plus à consommer de l'énergie pour valider comme à l'époque. À l'époque, au début de Bitcoin, oui, parce que c'était la force de calcul. C'est ce qui rend aussi la pollution au niveau de l'IA importante. Tu as la force de calcul. Parce que les données qui vont transiter, là, c'est énorme. Oui, et ça, c'était avant. Aujourd'hui, depuis Ethereum, la grande majorité des blockchains, elles utilisent une autre technique de validation. Cette technique de validation, c'est simplement que les validateurs qui ont le plus, on va dire, de crypto-monnaies en stock, vont valider. C'est un consensus. Pas tout le monde qui valide en fait. Non, mais de toute façon, pour être validateur, tu as quand même certains critères à respecter. C'est pas mal ça. On ne se lève pas tous Parce pour être qu'avant, c'était validateur. tout le monde qui validait, non? Tu peux valider, tout le monde peut valider, tant que tu respectes certains critères. Tu vois? Donc ça a été réglé. Le problème je dirais, de l'utilisation de l'énergie pour la force de calcul a été réglé. Tu as des blockchains aujourd'hui qui, quand elles se sont créées, se sont positionnées justement sur le côté écologique. C'est ça. Tu as par exemple Tezos. Tezos, c'est une blockchain française. C'est une blockchain qui justement s'était même un peu spécialisée dans l'art. Elle a eu des marchés avec les musées en Europe. Parce que Tezos, dès le départ, elle s'est dit, nous sommes beaucoup plus écologiques. On fait attention à l'environnement quand on utilise notre blockchain et dans le processus. Voilà.
L'IA, ils en sont encore, je ne fais pas la guerre avec l'IA parce que moi-même je suis dans l'IA, Ouais. mais l'IA, on est encore en discussion sur, nous allons voir quelle solution apporter. Parce que justement, je voulais te poser la question de savoir, est-ce que blockchain IA, est-ce qu'ils sont liés ou pas? Parce qu'aujourd'hui, Elles avec... sont extrêmement liées. c'est ça. Les intelligences artificielles Les utilisent données devraient puissance, être... elles utilisent la puissance de calcul de la blockchain. La blockchain, elle est capable, on va dire, de protéger les données de l'intelligence artificielle, les données qu'elle reçoit, mais aussi les données qu'elle va transférer. Et tu as des blockchains qui, avant ChatGPT, tu as des blockchains qui accueillaient déjà des intelligences artificielles. C'est ça. C'était des fermes d'intelligence artificielle. Et ces intelligences artificielles, elles travaillaient sur ces blockchains. Et aujourd'hui, le monde de l'IA et de la blockchain est très interconnecté. Et il est plus facile de faire même des agents IA sur le Web3 parce que tu as aujourd'hui des plateformes Web3 qui ont créé des agents et la possibilité d'en faire facilement. C'est beaucoup plus facile parfois que sur le Web 2. Ok, super. Bon, je vais t'ôter le mot Web 3. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Web 2, c'est quoi? Tout ce qu'on a aujourd'hui, là, sur toute la technologie, mon téléphone avec, je dis, Alexia, Google Home, tout ça, en fait. Voilà, donc tu as dit Google. Ouais. Donc le Web 2, c'est Google, c'est Meta, c'est Microsoft. Ce sont en fait des grandes entreprises, voilà, les GAFAM. C'est les grosses entreprises avec leurs serveurs qui nous demandent de nous connecter avec notre boîte email pour prendre nos données, qui, une fois que nous sommes sur leur plateforme, ne nous donnent aucun pouvoir de décision. Si tu n'es pas content, tu te désactives. Voilà. Et elles font ce qu'elles veulent de nos données. C'est différent du Web 3. Le Web 3, puisque c'est décentralisé, mais que surtout l'idée, c'est de pouvoir échanger nos données quand on le veut sans intermédiaire. Le Web 3, tu ne te connectes pas avec une boîte email, tu te connectes avec ton portefeuille crypto. Déjà. Donc, on va avoir une suite de numéros, mais on n'aura pas ton nom. Donc, ça va faciliter tout ce qui est connexion avec login, mot de passe, là, plus ou moins. Tant que tu as gardé sur toi ton mot de passe et ta clé, oui, il n'y a pas de problème. Ça facilite, mais surtout, tu choisis ce que tu veux faire de tes données. Et puis, autre chose, tu as ce qu'on appelle dans le Web 3, tu as les DAO, donc ce sont les communautés. Tu as des sites Web 3, pour vraiment simplifier, là vraiment je simplifie, donc que les experts blockchain me pardonnent. Pour simplifier, tu as le droit de choisir l'avenir, de voter pour l'avenir de la plateforme sur laquelle tu te trouves. Tu n'as pas le droit sur Facebook. Facebook a fait dernièrement des nouveautés avec Instagram et tout. Est-ce qu'on nous a demandé notre avis? Non. Alors que dans le système des DAO, on te demande ton avis. Tu as le vote. Ok. Tu as le principe du vote. Donc chacun qui est membre de la communauté, après c'est suivant les règles de chaque DAO, mais en principe, chacun peut décider de voter. C'est ça. Voilà, c'est un peu ça. Ok, mais du coup, le Web 3, il est basé évidemment sur la blockchain, en fait, c'est ça? Oui, la blockchain, c'est la technologie qui le garde. Ouais, ok, c'est super. Et du coup, dans notre environnement aujourd'hui, est-ce que pour toi, c'est quoi les références au niveau de la blockchain, en Côte d'Ivoire en particulier? Est-ce que tu connais plus ou moins des gens qui utilisent à fond la blockchain? Oui, on a quand même pas mal d'influenceurs. On a du travail qui est fait sur la blockchain. On a Diane Sanou, on a Loïc Aïmou. En gros, c'est quoi les sujets sur lesquels ils travaillent en fait? Alors, Diane, elle est vraiment sur la tokenisation. Ok, pour l'immobilier. Loïc, il est project manager blockchain. Il travaille sur plusieurs projets. Il représente Stellar sur Abidjan parce qu'on a des blockchains qui se sont installés sur Abidjan. Tu as aussi d'autres personnes comme Boari qui lui est très crypto-monnaie. Tu as en fait un écosystème qui bouge, qui avance et qui fait un grand travail de sensibilisation et de dynamisme. Pourtant aujourd'hui, comment tu vois l'avenir de la blockchain aujourd'hui? Est-ce que tu penses que dans 5-10 ans, ça va vulgariser partout, tout le monde va l'utiliser? Et aujourd'hui, si on passe de blockchain, je veux dire, de l'usage traditionnel, peut-être de nos monnaies, où on va switcher directement à la blockchain, dans 5, 10, 15 ans, tu penses que
tout va se faire via la blockchain ou on va aller crescendo? Tout ne se fera peut-être pas via la blockchain, mais tu as davantage de choses qui se feront par la blockchain. Je me dis qu'aujourd'hui, on voit en fait ce qui se passe même au niveau de la finance décentralisée. C'est ça. On voit un petit peu comment, au niveau de l'Europe, des États-Unis et un peu partout, il y a cette création de monnaie unique qui utilise en principe la blockchain sans que ce ne soit vraiment de la crypto-monnaie. Donc il y a encore des débats. Mais on a quand même, je dirais, un bon début. On a des banques comme JP Morgan qui ont déjà créé leur propre crypto-monnaie, qui aujourd'hui, dans certains pays, permettent le crédit sur de la crypto-monnaie. Donc, c'est-à-dire que si tu veux faire un crédit immobilier, eh bien, tu peux payer en crypto-monnaie. OK. Voilà. Donc, tu as une avancée, en fait, au niveau financier. Tu as une avancée aussi au niveau même de tout ce qui est toujours la traçabilité. Ça peut être au niveau de la santé, au niveau de l'agriculture. L'agriculture est déjà dans la blockchain. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, l'avenir, je le vois, je n'ai pas envie de dire radieux, mais je le vois sur la très bonne voie. Et tu penses que c'est un avantage pour les banques d'utiliser la blockchain ou pas? Mais pourquoi ce ne serait pas un avantage? Non, je ne sais pas, peut-être, ou les institutions, parce que bon, vu qu'il n'y a pas d'intermédiaire au niveau de la blockchain... Mais alors, il faut comprendre une chose. Tu as plusieurs types de blockchain. Tu as ce qu'on appelle, par abus de langage, la blockchain privée. C'est un abus de langage, parce qu'effectivement, là, ce n'est pas décentralisé. C'est, je dirais, un registre qui, lui, est partagé à un certain nombre. C'est ça. Tu peux très bien, tu as des banques qui peuvent très bien le faire. Il n'y a pas de problème. Alors, je pense qu'on n'est pas loin du thème de notre échange. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la blockchain aujourd'hui? La blockchain n'est pas polluante. La blockchain, ce n'est pas que de la crypto-monnaie. La blockchain, ce n'est pas non plus de l'arnaque à tout va. Il faut savoir juste comprendre parce que c'est un écosystème différent. Donc il faut vraiment bien prendre, je dirais, connaissance de ce qui est, avoir du recul, se former. C'est très important, la formation. Et puis voilà. Il faut que nos jeunes aussi s'y mettent aussi parce que je pense que c'est l'avenir en fait, la blockchain. Quand je vois, qu'est-ce que tu en penses? Bah, oui, il y a déjà des formations en Côte d'Ivoire. Hein. Oui, il faut que les jeunes s'y mettent en fait. Oui, maintenant je pense qu'il faut surtout, pour ceux qui n'ont pas forcément, quand ils entendent blockchain, crypto-monnaie, qui ont des petits doutes, parce que moi j'en ai déjà vu même qui se posent des questions par rapport aux NFT et tout. Comme je disais au début, il y a différents métiers, il y a différents systèmes. C'est vrai que les programmeurs sont très à la mode, surtout mesdames les programmeuses, il n'y a pas beaucoup de filles en programmation. Mais quand on regarde les offres d'emploi en Web3, on demande aussi des gens qui savent créer des communautés et entretenir des communautés. C'est ça. Et on ne part pas du principe que tu vas partir de zéro. Si tu as déjà une base en Web 2 au niveau des communautés, tu peux très bien switcher. Il va y avoir aussi besoin de juristes. Ceux qui sont en fait en droit n'ont pas besoin de devenir programmeurs parce qu'il va y avoir de plus en plus de discussions sur justement la propriété. Exactement, ouais. Sur également les arnaques, etc. Il va y avoir en fait un travail dessus. Il va donc falloir des juristes, des avocats qui sont capables de comprendre et qui sont capables en fait d'intervenir avec les régulateurs. Donc du coup, en fait, en réalité, il faut que tout le monde s'y mette en fait pour mieux comprendre et puis derrière, en fonction de ton métier, tu seras orienté en fait. Si tu éprouves un intérêt pour la blockchain, oui. Sinon, écoute, tu n'es pas obligé. C'est pas tout le monde qui doit s'y mettre. C'est pas une obligation. Tout le monde ne se met pas à l'IA. Moi, je recommanderais de s'y mettre. Oui, mais même moi, je recommanderais de s'y mettre. Ça, c'est la base. Même quand tu dis IA aujourd'hui, c'est mieux que tout le monde s'y mette, hein, parce que. C'est mieux que tout le monde s'y mette. C'est un peu comme le Google d'avant. Oui, c'est mieux que tout le monde s'y mette parce que c'est très à la mode, d'accord. Seulement. Non, très utile, je dirais, pas à la mode. Oui, tu as raison. Pour moi, c'est un point de vue différent en fait. C'est utile, mais moi, quand je dis que c'est à la mode, c'est que parfois, tu n'as pas encore besoin de l'IA sur certaines tâches, mais tu y vas, mais vraiment parce que les autres, c'est un phénomène de mode. Tu en as quand tu regardes, par exemple, ils n'ont pas forcément besoin dans des automatisations de mettre de l'IA. Sauf qu'ils vont te mettre de l'IA dans l'automatisation parce que ça vend plus. Oui, bien sûr. Voilà pourquoi je dis, il y a quand même un petit phénomène de mode qui va se terminer, et qui a commencé à se terminer, puisque maintenant, je pense que quand même les gens ont pris du recul et savent que oui, il faut l'apprendre, il faut l'utiliser. La blockchain, c'est un peu pareil. La blockchain, on est déjà dedans. C'est ça, ouais. Donc, il faut s'y intéresser.
Après, ce n'est pas moi qui vais forcer quelqu'un en disant « mais vas-y, Ouais. va sur la blockchain et achète une formation ». Non, on ne force pas les gens. C'est ça. Ok, je pense qu'on est au thème de notre discussion. Merci beaucoup, Annie. Merci à toi. J'espère que vous avez beaucoup appris. Moi, j'ai appris aujourd'hui sur la blockchain, le Web.3 et beaucoup de sujets. Allez, merci. À la prochaine.